Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteure en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui, par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré, et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Aujourd'hui, j'accueille Sarah Dumont. Après avoir travaillé 15 ans dans la presse féminine, où vous vous êtes orientée sur le sujet de la mort et vous avez créé le site Happy End. Happy End est un site qui parle de la mort sans tabou et qui donne des informations nécessaires aux familles pour organiser l'enterrement qui leur ressemble. Vous avez publié récemment un livre, Un enterrement comme je veux, le premier guide pratique des obsèques civiles. Alors j'ai invité Sarah pour parler de la mort, et il me semble qu'accueillir la mort dans nos vies, c'est sûrement aussi mieux transmettre aux autres ce qu'on désire, et peut-être les apaiser, et créer également peut-être un lien avec les défunts. Peut-être pour commencer, on pourrait évoquer les raisons de la création de Happy End. Oui, alors, moi j'ai travaillé effectivement 15 ans, comme journaliste, enfin et chef de service, actu et société. J'avais déjà en fait un attrait pour les sujets lourds, si on peut dire, les sujets qui parlaient de résilience, de parcours, humain, parfois chaotique, mais au bout duquel il y avait de la lumière. Et puis, j'ai, vécu, bon, plusieurs deuils familiaux, mais le plus proche, était celui de mon père en 2012. Et ça m'a fait en fait, bon, j'ai été donc du coup confrontée à sa fin de vie et à ses obsèques et à son deuil. Et en fait, je me suis rendu compte que la mort était un non-sujet dans notre société, que c'était très compliqué de parler de ces morts. Et à partir de là, il y a une petite graine qui a germé en moi et j'ai aussi réalisé qu'il n'existait pas de médias indépendants sur la mort. C'est-à-dire qu'en France, à l'époque, en 2018, enfin, et même avant, parce que ça a quand même mis du temps à se faire, ce site, euh, j'ai réalisé qu'en fait, on ne parlait de la mort que commercialement. C'est-à-dire que les pompes funèbres pouvaient parler de la mort, des obsèques, les mutuelles pouvaient parler du contrat prévoyance. Il y avait quelques sujets comme ça sur la mort, mais il n'y avait pas d'espace d'information dédié à la fin de vie, à la mort et au deuil. Et donc, en tant que journaliste, je me suis dit qu'il y avait vraiment une mission d'information qui était importante, puisque finalement, on était sur le sujet des obsèques, comme vous l'avez dit, parce que le site est beaucoup plus large que ça, hein, sur la mort. En fait, on était complètement dépourvu de connaissances et que c'est aussi pour ça que finalement, on était si peu libre de ses choix en matière d'obsèques, que c'est vrai, forcément, c'est un sujet qui ne nous intéresse pas vraiment de son vivant, on n'a pas forcément envie de se pencher sur le sujet. Il y a 65% des gens qui se trouvent amenés à organiser les obsèques d'un proche qui n'en ont jamais organisé. Donc finalement, on se trouve doyé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et il me tenait à cœur, surtout qu'aujourd'hui, avec les valeurs religieuses qui sont en baisse, on est un tiers à opter pour des cérémonies civiles. Et j'avais envie de donner des ressources à ces gens-là, parce qu'il me semble qu'on n'a pas, enfin que c'est très compliqué d'avoir le sentiment d'avoir raté les obsèques de son proche, qu'après ça nous laisse en dette et qu'il est très important de pouvoir lui rendre hommage, et un hommage qui lui ressemble, parce que ça nous aide énormément dans notre chemin de deuil. Oui, tout à l'heure, vous parlez d'un tiers des personnes qui créent des obsèques civiles. Euh, comment, on, comment on fait quand on a envie d'en préparer, mais qu'on ne sait pas quoi faire, quel premier pas, comment les organiser? Bah, de toute façon, on ne peut pas se passer de pompes funèbres, hein, à partir du moment où, Oui, voilà, oui, donc on fait appel à des pompes funèbres. On fait appel à des pompes funèbres potentiellement ouvertes, c'est-à-dire si en tout cas, si on souhaite une cérémonie civile personnalisée et un temps d'hommage personnalisé, voilà, des gens se rapprochent de pompes funèbres qui vont avoir cette écoute-là et ce savoir-faire-là. Aujourd'hui, toutes sont en capacité de le faire, avec plus ou moins qualitativement, j'ai envie de dire. Et puis surtout, on se pose la question: qu'est-ce qui aurait fait plaisir au défunt? Qu'est-ce qui lui ressemble?
quel hommage on a envie de lui rendre. Et surtout, on s'affranchit des codes. Vous voyez, nous, notamment pour mon père, euh, il voulait être crématisé, mais pour nous, c'était pas possible d'aller au crématorium. Même le crématorium du Père-Lachaise, qui a des très jolies salles, ça nous ressemblait pas, ça ne lui ressemblait pas. On voulait un espace joyeux, convivial, où il y a un petit bout de nature. Eh bien, voilà, on a eu heureusement des pompes funèbres qui ont fait cet effort de chercher et nous proposer des salles qui accueillent des cercueils, ce qui n'est pas évident, mais pour ça, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à les demander pour que les mentalités aussi évoluent de ce côté-là. C'est pas parce qu'un cercueil, une cérémonie avec cercueil se tiendra dans une salle que ça plombera l'endroit et que les gens n'auront plus envie d'y retourner pour faire la fête. Je ne crois pas. Et donc voilà, et donc nous, on a eu par exemple la chance de pouvoir organiser l'enterrement de mon père, sa cérémonie, à la Bellevilloise à Paris, qui est une salle de concert et de fête parisienne. Et ce qui a permis finalement de donner à ce temps-là, enfin, c'était une cérémonie énergisante. C'est une cérémonie qui nous a laissé une empreinte positive. Les invités, l'assemblée, a applaudi les hommages, potentiellement parce qu'ils se sentaient libres et pas dans une posture que nous imposent parfois des endroits comme le cimetière ou le crématorium. Et voilà, et son cercueil est reparti recouvert de post-it sur lequel chacun avait écrit un mot, ce qui était un geste d'hommage quelque part nouveau. Aujourd'hui, je le soumets à pas mal de familles et je vois que ça prend et qu'en fait ça marche et que ça change de la rose. Pour moi, ça n'aurait pas eu de sens de mettre une rose sur le cercueil de mon père, par exemple. Et en fait, c'est surtout s'écouter. C'est peut-être aller voir sur Appian parce qu'il y a beaucoup d'idées proposées, y compris dans mon livre. Et peut-être de faire appel à des nouveaux métiers comme le funeral planner, si on veut vraiment quelque chose, voilà, un événement, la création d'un événement, en fait, cet événement ultime, quand on veut le préparer, par exemple, pour soi, qu'on a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin qu'on nous soumette des idées. Donc, il y a un métier aujourd'hui qui s'appelle le funeral planner ou l'accompagnant funéraire qui va nous aider à construire ce temps d'hommage, qui va être une forme de coach, mais qui va aussi être un soutien logistique, émotionnel, mais aussi logistique. Et il y a aussi le métier de célébrant funéraire ou de officiant laïque de funérailles, qui est une personne qui va nous aider finalement à construire le temps d'hommage, qui va pouvoir peut-être nous aider à écrire des textes, qui va pouvoir interviewer différents membres de la famille pour écrire un texte vraiment en connaissance et donner du sens au temps de cérémonie, au temps d'hommage. Voilà, ce que va pas faire un maître de cérémonie classique de pompe funèbre. J'ai envie de dire généralement, parce qu'ils n'ont pas la formation. J'ai suivi cette formation, je sais ce qu'elle vaut. On ne nous apprend pas forcément à, à pouvoir voilà, à avoir des capacités rédactionnelles, à faire tout ce travail-là. Et un officiant laïque, quand on a une cérémonie laïque, peut vraiment nous accompagner dans ce moment-là. Quand on parle de ces préparations, qui sont les personnes qui spontanément veulent préparer ce moment de vie? Alors, les personnes qui veulent préparer ce moment de vie, ça va être soit des personnes qui ont des idées très précises. Je veux un enterrement écolo. Je veux donner mon corps à la science. Je veux pas que ma famille vienne. Voilà, ça va être des gens qui ont vraiment des idées très précises. Ça va être des gens qui sont seuls, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas beaucoup de famille, qui veulent anticiper leurs obsèques pour éviter justement des problèmes, pour aussi s'assurer d'avoir des obsèques. Et puis après, ça va être des... Après, en fait, moi, j'essaye de faire jaillir cette envie. J'organise des ateliers pour anticiper ces obsèques que j'offre au grand public ou que j'organise via des mutuelles notamment. Et en fait, j'explique, en tout cas de mon point de vue, la nécessité d'être acteur de sa mort. Pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, c'est pas un délire égotique qu'anticiper ses obsèques, en fait. C'est que de faire part de ses choix, je parle de choix comme crémation, inhumation, cérémonie civile, religieuse, où est-ce que je veux reposer. Donner ces informations à ses proches, c'est leur éviter énormément de questions, de doutes, parfois de culpabilité d'avoir peut-être fait le mauvais choix. Et c'est aussi éviter énormément de conflits au sein des familles parce qu'on ne se rend pas compte.
Et ça, les pompes funèbres le disent, les notaires le disent, à quel point des conflits éclatent au moment de l'organisation des obsèques. Les familles, les fratries ne vont pas être d'accord, ne vont pas avoir entendu les mêmes choses peut-être au cours de leur vie, ne vont pas avoir le même avis sur le sujet, aussi pour des questions parfois religieuses. Et je pense qu'en tant que, si on aime sa famille, si on peut leur faire un cadeau à son départ, c'est peut-être justement de leur éviter tout ça et de pouvoir se concentrer sur leur deuil, pouvoir justement se concentrer sur le temps d'hommage sans passer par tout ça qui peut être compliqué et douloureux. Et puis, je sais pas, moi, toute notre vie, on organise des choses pour nous, son anniversaire, son mariage, la naissance de nos enfants, des fêtes, des vacances. Je me dis, mais c'est aberrant, pourquoi le seul temps qu'on n'aurait pas envie d'organiser, c'est notre mort, alors que ça sera notre Mmh. dernier acte de vie, c'est la dernière scène, c'est la dernière empreinte qu'on va laisser. Pourquoi finalement, on s'imagine que ce moment-là, on va laisser les autres l'organiser. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que nous pour savoir ce qu'on veut laisser comme empreinte? Donc en fait, dans les ateliers, j'essaye vraiment de sensibiliser à ça et finalement, ces derniers temps, j'en organise quasiment toutes les semaines en ce moment. Et à la fin, c'est un public de retraités qui, en ce moment, surtout là que je reçois. Et à la fin, il y a vraiment du sourire, il y a presque de l'enthousiasme. L'autre jour, on m'a même dit, oh, ça donne presque envie d'y être, parce que j'ouvre aussi l'étendue des possibilités. Je montre qu'on peut écrire sur un cercueil, qu'on peut choisir un cercueil en carton, qu'on peut peut-être organiser une cérémonie à la lisière d'un bois, dans un champ. Enfin voilà, j'essaye aussi de montrer que ça peut être un très beau moment. Et, et voilà, donc voilà, il y a ceux qui ont envie de le faire pour des raisons assez claires et identifiées. Et puis il y a ceux qui vont peut-être avoir envie de le faire parce qu'on va peut-être leur proposer les choses d'une autre façon. Mais c'est intéressant, en fait, vous ouvrez le champ des Mm. possibles euh, et vous ouvrez la parole. Là, dans les ateliers, Mm. vous déliez la parole et la possibilité peut-être. Est-ce que cette question de la parole, elle est le point de départ à beaucoup de choses, à une meilleure connaissance, à une meilleure information, à une prise de conscience et peut-être aussi à commencer à éviter d'être dans ce déni de la mort? Ah, clairement, en fait, déjà, à chaque fois, je réalise à quel point les gens ne savent pas, en fait, ne connaissent rien du temps des obsèques, ou alors ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, des obsèques d'un proche. Mais en fait, ouais, déjà, ils ont vraiment besoin d'être informés. Et pour moi, être informé, c'est être libre de ses choix. Quand on ne sait pas, on ne peut pas choisir. Donc, Mm. il y a ça. Je pense notamment à une dame l'autre jour qui me disait, vous pouvez pas savoir à quel point je suis soulagée. Ça fait des années que je me pose la question, est-ce que je vais être crématisée ou inhumée, donc enterrée? Et maintenant, je sais. Et en fait, d'être informé, ça soulage. C'est comme si ouais, on avait l'impression que ça y est, on allait pouvoir marcher dans ce sens-là et que voilà, on avançait sans prendre de risques finalement. On est rassuré, on est très rassuré. Et je pense que si, c'est pouvoir faire part de ses inquiétudes, de pouvoir faire part de ses expériences. Ah oui, bah oui, moi, ma belle-mère avait fait le choix d'un don du corps à la science. Effectivement, ça a été très douloureux de faire sa cérémonie sans cercueil, de voir son corps partir dans les 48 heures, de pouvoir nous raconter, voilà, le coût, partager des difficultés aussi en termes de coûts d'obsèques. Tout ça, en fait, je pense la société et nous, on a besoin, en fait, de parler de la mort. Ça nous soigne, ça nous guérit, quoi. Et ça nous libère d'un poids très important. Oui, et puis, si je ne me trompe pas, hein, c'est aussi dans les éléments de votre manifeste de pouvoir parler de cette mort. Et dans le manifeste, vous parlez aussi que le deuil touche entre 3 et 4 millions de personnes chaque année. Moi, j'ai été assez étonnée du chiffre parce que je n'avais pas d'informations, je ne connaissais pas. Et vous parlez que c'est un sujet de santé publique. Comment on peut en faire véritablement un sujet de santé publique pris en compte par les politiques publiques? Alors, c'est un long chemin, mais quand même, le Covid a, enfin, a aidé quand même à cette réflexion, peut-être, à faire bouger les choses. Je pense que déjà, il y a vraiment cette nécessité d'informer sur ce qu'est le temps de deuil, le processus de deuil qui est un chemin long. Je pense que voilà, c'est à travers des actions, des associations qui font ce travail-là. Par exemple, aujourd'hui,
les enfants de bébés morts-nés ou d'enfants décédés, les parents ont enfin le nom de leur enfant dans leur livret de famille, dans leur dossier familial, notamment de la CAF. Il ne disparaît plus. Pourquoi? Mmh. C'est tout récent, hein, ça a un mois, je crois. Pourquoi? Parce que des associations comme Empreinte, comme Mieux traverser le deuil, ont agi, ont communiqué, ont relayé la parole de parents qui vivaient ça avec une énorme souffrance. Et vous voyez, en fait, c'est tout ça, c'est une combinaison d'actions, de sensibilisation qui vont faire que les politiques publiques vont bouger, que des institutions vont s'interroger. C'est aussi tout le travail autour du deuil en entreprise, de pouvoir faire comprendre à des dirigeants que c'est un vrai sujet, comme le handicap. Il faut prendre en compte qu'un salarié qui va revenir d'un deuil, quel que soit le type de deuil, au bout de 2 mois, il sera peut-être pas performant. Le deuil, dans nos têtes, on dira: «Ah bon, bah, ça va, il va mieux maintenant». Non, il va pas mieux, en fait. Le deuil, c'est pas 2 mois, en fait. Donc vous voyez, et du coup, peut-être se faire aider pour comprendre tout ça, heu, pour, hem, pour voilà, avoir des informations sur le processus de deuil, pouvoir peut-être avoir un référent deuil dans l'entreprise, qui pourra être une ressource pour les salariés, le dirigeant et les salariés qui entourent la personne endeuillée, le salarié endeuillé, mais aussi pour le salarié endeuillé. Vous voyez, c'est tout ça qui peut être mis en place pour mieux accompagner cette étape de vie. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'étranger, il y a des exemples qui pourraient être intéressants, pour la France ou Aux États-Unis, au Canada, c'est courant que d'aller dans un parc, dans un bar, dans un golf, enfin voilà, d'aller dans d'autres lieux pour ce temps d'obsèques, et de lui donner une connotation joyeuse. Je voyais encore, hier sur Instagram, heu, des gens danser en hommage d'un homme qui adorait danser. Heu, voilà, c'est pas là-bas, c'est courant, c'est extrêmement courant d'amener cette joie. Mais je pense qu'en France, il y a cette envie. Il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent parce qu'ils se disent: «Mais je me retrouve dans Happy End, moi je veux une Happy End». J'ai une amie qui est en train de enfin qui est en soins palliatifs. Vous voyez, elle m'a écrit dernièrement en me disant: «Sarah, je voudrais que tu organises ma Happy End. Voilà, réfléchis à un endroit où on pourrait se retrouver pour, heu, pour la fin de enfin voilà, pour après mon enterrement». D'ailleurs, c'est hors temps d'enterrement, hein, c'est pas obligatoirement au moment des obsèques. Il peut y avoir le temps des obsèques au cimetière avec l'inhumation et puis organiser un autre temps pour permettre peut-être à un entourage plus large de dire au revoir. Mais il y a quand même cette envie qui se manifeste, en tout cas, c'est des personnes qui nous écrivent pour nous le dire, c'est: «Je veux qu'on célèbre ma vie, je ne veux pas que seulement qu'on me pleure» et c'est pas pour ça qu'il y aura pas de larmes, dans un moment, de d'hommage, à connotation joyeuse. En fait, on a quand même envie aussi d'honorer la vie, faite de joie et de petits et grands bonheurs du défunt et aussi de ce qui représentait sa joie de vivre. Et c'est pour ça que parfois des personnes vont aller à un enterrement, ils vont dire: «Mais ça lui ressemblait tellement pas». Et dans ce cas, on a l'impression de passer à côté. On peut être en colère. J'ai déjà entendu une femme, par exemple, qui me disait, «Oh là là, mais c'était l'enterrement de mon ami, j'y suis allée, mais c'était tellement pas lui, c'était tellement pas lui». D'ailleurs, le lendemain, je suis allée en fait, j'ai créé mon propre rituel. C'était quelqu'un avec qui je marchais beaucoup. Je suis allée, marcher en montagne et je lui ai rendu hommage comme ça. Parce que sinon je passais à côté de sa cérémonie. Je pouvais pas lui dire au revoir comme ça. J'ai envie que les gens s'autorisent à le vivre comme ça. mmh, Voilà, mais c'est surtout pas une injonction. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, on a besoin de temps importants de recueillement, d'au revoir, de gestes rituels, pour arriver derrière à se séparer du défunt et pouvoir cheminer dans son deuil. Il y a vraiment, pour moi, il y a une structure qui est importante à respecter. Donc je dis enfin voilà, j'encourage pas la fête ultime, sans vous voyez, sans temps de recueillement, sans silence, voilà. Heu, ce sont des traditions, voilà et ces rituels sont importants. Donc voilà, je dis pas de tout casser, je dis simplement qu'il faut s'autoriser à s'affranchir de certaines normes. Il faut se renseigner et s'informer pour savoir ce qu'on peut faire. Parce que le changement, il passera par le grand public aussi. mmh, Et plus on sera nombreux à exiger des choses différentes,
plus ils comprendront qu'on a besoin d'autre chose. En tout cas, que d'autres propositions sont possibles. Oui, en fait, ça passe par la prise de pouvoir et d'être acteur, Voilà. de prendre sa responsabilité en tant qu'individu, exiger, comme vous le dites, tout en gardant les gestes rituels nécessaires à ce parcours de deuil. En tout cas, de toute façon, on ne peut pas se passer de pompe funèbre pour de toute façon, la prise en charge du défunt, voilà. Mm. Et surtout, ils ont travaillé ce rituel, ils savent nous accompagner dans ce moment-là. Mais on peut ajouter d'autres acteurs, d'autres professionnels qui vont pouvoir donner du sens, peut-être plus de sens. En tout cas, le sens que l'on souhaite, élevé en termes de spiritualité, pour, pour nous accompagner dans ce moment-là qui ne doit pas être, comment dire? J'ai l'impression quand même dans notre société, on a du mal à se dire que la mort, enfin, être accompagné, ça coûte de l'argent. Vous voyez, toute notre vie, on est pris en charge pour des maladies, pour la naissance de notre enfant. Et finalement, on attend peut-être la même chose de la mort. On a du mal à comprendre que pour la mort coûte cher. Mais pour moi, c'est un temps tellement important. Quand on vit des obsèques dont on est satisfait, qu'on dit c'était une belle journée, c'est beaucoup plus facile de cheminer après. Et donc, Mm. pour moi, c'est important d'être capable de dire, bah oui, je vais payer une officiante laïque qui va vraiment nous écouter, qui va écrire des beaux textes dont je serai satisfait, que je serai heureux de relire, de la payer peut-être 500 ou 700 euros, mais parce qu'elle va faire tout ce travail-là qui est très, très précieux. Et j'ai l'impression que dans notre société, on paye pour beaucoup de choses. On a même des coachs pour ranger nos placards. Mais on se dit pourquoi la mort, finalement, on ne payerait pas pour ça. Comme il y a un nouveau métier qui est en train d'apparaître, c'est les doulas de fin de vie, donc des accompagnants de mort, Mm. pour justement, surtout quand on veut mourir à domicile. Aujourd'hui, c'est le souhait de 65% de Français, si je ne me trompe pas, mais 65% des Français meurent à l'hôpital, ou c'est peut-être même 75%. Vous le savez peut-être mieux que moi. Mais je veux dire, si on veut mourir chez soi, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un, un professionnel qui nous aide, qui nous rassure, pour des personnes seules qui nous écoutent, qui écoutent nos angoisses, à qui on va pouvoir donner nos dernières volontés. Pour la famille, peut-être d'avoir, pour la famille qui accompagne, des temps d'échange avec une professionnelle qui va pouvoir aussi nous rassurer sur ce qui se passe, sur est-ce que là, c'est peut-être la fin, voilà, nous aider à vivre sereinement ces moments-là. Je veux dire, ça a une valeur énorme que d'avoir des professionnels de ce type à nos côtés. Oui, puis on en a besoin en effet pour cheminer après, certes sur le moment, mais après, quand le défunt est enterré ou pas, ou inhumé, etc. Mais continuer à cheminer en tant que mortel sur ce deuil, sur cette, comme vous le dites, ça ne fait pas, on n'est pas endeuillé que 2 mois ou 3 jours. Toute sa vie, Ouais, on toute sa prend ce vie, temps. de toute façon, le lien reste à jamais. Je dis souvent, on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait, le deuil nous transforme. Nous, on pensera presque quasiment tous les jours de notre vie à nos morts. Mais c'est pas pour ça qu'on sera toute notre vie malheureux. Mais voilà, et en fait, c'est important que les gens comprennent que, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, et c'est ce qu'on dit souvent dans les apéros, et c'est un peu aussi l'objet du manifeste, c'est laissez-nous parler de nos morts, en fait. Vous savez, l'entourage est très embarrassé, gêné face à quelqu'un d'endeuillé. Il va dire, je ne vais pas lui en parler, ça va lui faire de la peine. Je pense notamment aux parents endeuillés. Non, je vais Mm. pas je vais plus prononcer le nom de son enfant. Mais quelle douleur ressent le parent qu'on ne prononce plus le nom de son enfant, alors que lui, il y pensera tous les jours. Donc, vous voyez, c'est aussi éduquer les gens à, à ce que la mort, finalement, fait partie de la vie et que nos morts font partie de notre existence. Donc, Mm. parlons-en, quoi. Moi, je suis jamais autant heureuse que quand on me parle de mon père et qu'un ami me dit ah, oh là là, je me souviens de ce truc-là, oh là là, qu'est-ce qu'on avait ri. Mais je me dis oh là là, ça me fait trop plaisir. Je me dis mais c'est trop sympa en fait de me parler de mon père. Vous voyez, on en arrive à avoir de la gratitude quand on nous parle de nos morts, alors que c'est normal. Donc Mm. voilà, c'est aussi ça sur lequel la société doit évoluer. Ouais, vraiment sur cette conception de la. Moi, je reviens vraiment sur la libération de la parole, Mm. qui me semble essentielle vraiment dans tout ce que vous dites, ou dans. J'ai échangé avec Marie de Henzel, qui parle aussi de cette libération de la parole nécessaire. Vous avez rapidement évoqué la question Mm. des apéros de la mort. D'où est-ce que ça provient, ces apéros de la mort? Alors ces apéros de la mort,
J'ai rien inventé. Je me suis inspirée des cafés mortels qu'organisait Bernard Creta, un sociologue anthropologue suisse, parce que lui aussi était en colère en fait contre le confinement de la parole de la mort, sur la mort, qui finalement était un peu confiné, enfin réservé au milieu socio-médical ou au temps des funérailles, où on parle beaucoup après des obsèques de la mort, de nos propres peurs, etc. Et il a organisé ses premiers cafés mortels. Donc voilà, lui, il lui tenait à cœur d'organiser ça dans un lieu public et d'inviter tous ceux qui le souhaitaient, tout mortels, désireux de parler de ces sujets si tabous, euh, à venir échanger librement sur le sujet. Et donc, après avoir créé le site Happy End, au bout de 6 mois, je me suis dit, c'est super. En fait, il y avait des personnes qui me parlaient via écran interposé. Je me suis dit, mais finalement, si ton envie, c'est de libérer la parole, il faut aussi le faire dans la vraie vie. Et donc, j'ai créé les apéros de la mort. Alors, moi, il me tenait à cœur de réhabiliter le mot mort. C'est-à-dire que pour moi, café mortel, mortel, oui, on est tous mortels. Mais mort, c'est un mot qu'on ne prononce pas. C'est un mot que j'ai envie qu'on prononce plus, qu'on s'autorise à le faire. C'est une forme de thérapie pour moi de dire apéro de la mort. Enfin voilà, je me dis, mais voilà, de réhabiliter ce mot dans notre vocabulaire, de plus en avoir peur. Et je voulais la coller à un moment de grande convivialité, qui est l'apéro. Et en fait, les apéros, aujourd'hui, ils sont en train d'essaimer en France. Nous, on en organise à Paris tous les 2 mois. On en a organisé aussi en visio pendant le confinement et on en fait encore quelques-uns en visio parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens du monde entier qui viennent de Bogota, du Canada, de Suisse, de Belgique, de La Réunion. Donc ça, c'est assez génial. Et en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de thème imposé, il n'y a pas de sachant. Chacun vient déposer ce qu'il a besoin de déposer. Et je me rends compte que 90% des personnes qui viennent, finalement même 95%, sont des femmes. Le sujet de la mort est un sujet très féminin et sont endeuillées. Et parfois de façon très récente, c'est-à-dire qu'on accueille des parents endeuillés, des veuves qui ont perdu parfois leurs proches 3 semaines, 1 mois avant. Donc c'est évidemment des moments où il y a des larmes, mais elles font du bien et elles sont libératrices. Et chaque fois, les gens s'excusent. On leur dit, mais vous êtes là pour ça. Si vous ne pouvez pas pleurer un apéro de la mort, où est-ce que vous pouvez pleurer librement ? Et c'est aussi pour ça que même si la parole est libre, etc., on a une charte, puisqu'il y a des ambassadrices et des ambassadeurs, j'espère un jour, qui organiseront des apéros dans toute la France et même à l'étranger. Mais on a une charte qui demande à ce qu'un des co-animateurs soit formé à la question du deuil pour justement éviter des paroles maladroites ou de dire des bêtises, puisque beaucoup de personnes endeuillées entendent par exemple encore aujourd'hui, ça fait 6 mois que ton mari est mort, ce n'est pas normal que tu sois mal, tu dois faire un deuil pathologique, ou qu'on veuille systématiquement, et ça là on a posté dernièrement une information là-dessus, c'est-à-dire beaucoup de médecins veulent mettre sous antidépresseurs des parents endeuillés, des veuves, etc., alors qu'elles ont besoin de vivre leurs émotions et elles les refusent. Le deuil n'est pas une maladie en fait. Voilà, le deuil est un chemin, est un processus, ça prend du temps. On le calme pas à coups de médoc. Parfois c'est nécessaire pour survivre, mais parfois ça ne l'est pas. Et donc, d'où la nécessité pour nous, en tout cas dans ces moments d'échange, qui ne sont pas à visée thérapeutique, mais par contre qui nous imposent voilà, d'avoir une personne qui connaisse ce processus, qui a été formé via une formation spécialisée sur le deuil. Et voilà, et c'est des temps qui font énormément de bien, parfois on a des personnes qui reviennent, qui sont des habitués presque, et on les voit petit à petit aller de mieux en mieux, et ça nous fait vachement plaisir. C'est souvent complémentaire d'ailleurs, ça ne les empêche pas d'aller voir un psy, ça ne les empêche pas d'aller dans des groupes de parole, d'associations. Et c'est des temps d'échange évidemment gratuits. Et c'est là où, quand vous dites vivre ses émotions, je pense qu'on est dans une société où on tait beaucoup d'émotions, surtout sur des moments peut-être de maladie, de vulnérabilité et de décès, alors qu'il y a besoin de les exprimer et de les vivre pleinement pour pouvoir cheminer. Oui, et ce que je vois apparaître, d'ailleurs, et ce qui me fait très plaisir, c'est une revendication aujourd'hui du deuil presque, qui n'existait pas quand j'ai lancé Happy End. C'est-à-dire que je vois apparaître sur les réseaux sociaux, si vous voulez, aujourd'hui, en fait, l'entourage, enfin, vraiment, il y a une souffrance vis-à-vis de ses collègues, de l'entourage, etc. Parce que vraiment, ce que j'entends dans les apéros, c'est, et je l'ai vécu moi-même, c'est à un moment, on ne se sent plus autorisé à parler.
On doit tourner la page. On nous impose de tourner la page. Sinon, on est lourd. En fait, les gens s'écartent de nous, comme si le chagrin pouvait être contagieux. Et ce que je vois apparaître sur les réseaux sociaux, et ce que je trouve très positif, c'est que les gens affirment leur chemin de deuil. Ça va être des comptes de veuves, comme V comme Vie, avec qui on organise les petites veuveries entre amis, qui sont vraiment des apéros dédiés aux jeunes veuves. Ou le compte de Mémoire d'orpheline, d'ailleurs avec qui on organise les orphelinades pour les orphelins jeunes adultes, des apéros pour les orphelins jeunes adultes. Mais en fait, il y a maintenant peut-être des centaines de comptes que j'ai identifiés, notamment beaucoup aussi sur le deuil périnatal, sur des fausses couches, où des gens affirment exposent leur douleur, leur chagrin, mais aussi leur parcours et leur renaissance, et qui vont à leur tour donner la possibilité à d'autres d'exprimer ce chagrin. Et finalement, aujourd'hui, des personnes, des anonymes, vont peut-être parfois plus nous aider que des membres de notre entourage. Et ça, je trouve ça formidable. Et on voit d'ailleurs aussi sur Facebook, de la même façon, c'est créer des groupes Facebook dédiés à différents types de deuil. La perte d'un enfant, la perte d'un conjoint, la perte d'un animal. Et je vois parfois, quand je fais des insomnies, à 3 heures du matin, des gens écrire, crier leur détresse et trouver quelqu'un, un interlocuteur qui va leur répondre à ce moment-là parce que lui aussi sera derrière son écran. Est-ce que pour finir, il y a quelque chose que vous aimeriez transmettre sur cette thématique de la mort ou peut-être de manière plus large? Là, on parlait de la fin de vie. C'est difficile de résumer ça en une phrase. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est qu'en fait, on a aussi, nous, en tant qu'adultes, peut-être une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, de ne pas les élever dans la peur de la mort. Eux, ils n'ont pas, je veux dire, pour eux, au début, c'est normal, mais c'est aussi parce qu'on va leur taire la mort, leur taire nos douleurs de deuil, qu'ils vont peut-être à un moment être déconnectés, ne pas s'autoriser à exprimer leurs émotions. Comme dit souvent Tanguy Châtel, sociologue, la mort, on devrait en parler à l'école. C'est un sujet d'éducation. On devrait en parler à travers différentes matières, comme on le fait pour l'écologie. Et je pense que voilà, peut-être ce qu'on peut faire pour aider nos enfants et peut-être construire une société de demain qui aura peut-être apprivoisé davantage la mort ou réapprivoisé la mort, c'est d'en parler à nos enfants plus naturellement. Ils sont capables d'entendre, en fait. C'est nous qui pensons qu'ils ne sont pas capables. Mais en voulant les préserver, parfois, on leur fait plus de mal. C'est une bonne fin, en effet. Parler de la mort avec eux, ça changera tout quand ils seront plus grands. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos commentaires et à nous envoyer vos questions. À bientôt.